Nous allons pouvoir engager la présentation, la restitution de cet observatoire du running 2025, l'occasion de vous parler des grands enseignements concernant la pratique de la course à pied en France sur l'année 2024 qui vient de s'achever. On a une étude qui a deux focus particuliers, un focus sur la pratique féminine, vous le verrez, on en parlera d'ailleurs avec notre grand témoin, et puis un focus sur le running dans le milieu professionnel, dans le milieu du travail. Et enfin, on reviendra évidemment sur une partie qui me tient particulièrement à cœur, c'est le marché économique du running. Et je vois beaucoup de sourires dans la salle parce qu'effectivement, le running, c'est un petit peu le point de soleil de notre marché des articles de sport et de loisirs qui a quand même souffert en 2024, et le running étant particulièrement dynamique. On va engager immédiatement cet observatoire et puis commencer par quelques remerciements. Remerciements pour vous toutes et tous qui êtes là présents ce matin pour cette présentation. Vous êtes très nombreux, vous l'avez vu, on a poussé un petit peu les murs cette année parce que l'an dernier, on avait compris qu'il y avait un peu d'affluence. Donc c'est tant mieux, vous êtes encore un certain nombre debout, donc il faudra, je me retourne vers Pierre, il faudra encore repousser les murs l'an prochain. Fort de ce succès, vous rappelez que l'Union Sport et Cycle est très heureuse de vous présenter cet observatoire. Ça fait partie des nombreuses études que l'on mène tout au long de l'année, des études de conjoncture et puis des études aussi sur les habitudes de pratique sur les différentes activités, le running étant un des marchés les plus importants de notre filière des articles de sport et de loisirs. L'occasion aussi de remercier nos partenaires avec qui on réalise cette étude depuis plusieurs années maintenant. ASO qui nous accueille dans ce salon Running Experience, et puis Running Heroes évidemment avec qui on a travaillé autour d'un panel spécifique. Et enfin, bien entendu, la Fédération française d'athlétisme. Et je vais demander tout de suite à Emmanuelle Gégère, la présidente déléguée de la FFA, de venir me rejoindre sur scène sous vos applaudissements. On va se mettre un petit peu plus au centre de la scène. Ça fonctionne? Tout va bien? Voilà. Je pense que ça fonctionne. Merci beaucoup, Virgile. Écoute, la Fédération française d'athlétisme est très heureuse de contribuer aux côtés de l'Union Sport et Cycle à alimenter en fait en données et en information le marché du running, les différents acteurs. Nous contribuons chaque année avec le baromètre du finisher qui sera exposé ensuite par Adrien Tarel à vous donner tous les éléments qui vous permettent de suivre cette dynamique. Et cette fois encore, nous avons plus de 3 millions de données de performance qui sont collectées. La Fédération française d'athlétisme permet ainsi aussi aux pratiquants de fournir au travers de ses clubs, évidemment, mais au travers des organisateurs, et également aux pratiquants libres au travers du parcours prévention santé, qui est notre nouvel outil de prévention santé qui nous permet aussi de collecter plein de données que nous avons exposées notamment hier sur ce salon. Voilà. Peut-être, Emmanuel, parce que le parcours prévention santé, le PPS, peut-être un mot, parce que c'est quelque part aussi une révolution pour la Fédération française d'athlétisme par rapport à la course à pied. Tout à fait. Alors, en fait, la disparition du certificat médical nous a permis de prendre pleinement l'enjeu de la prévention santé auprès des pratiquants libres, au travers de parcours prévention santé, qui a maintenant plusieurs millions de 3 millions de personnes qui ont passé leur parcours prévention santé, nous permet non seulement de les toucher, mais aussi éventuellement pour ceux qui le souhaitent, d'avoir un dialogue avec eux et donc d'entamer un lien entre les pratiques fédérées, les pratiques encadrées et ces pratiques en libre qui veulent contribuer au marché de l'organisme. Alors, merci beaucoup Emmanuel. On va vous applaudir et on va surtout attendre avec impatience les résultats du baromètre Finisher FFA. Vous en verrez quelques extraits tout à l'heure et c'est vraiment très très intéressant. Merci beaucoup. Merci Emmanuel. Alors, comme c'est la tradition, chaque année, l'Observatoire accueille un grand témoin pour commenter les différents résultats que nous allons vous présenter dans quelques instants. Et cette année, eh bien, j'ai le vrai plaisir d'accueillir Méline Rollin, que je vous demande d'applaudir, qui va me rejoindre sur scène. Bonjour Méline.
Alors, je vais passer le slide comme ça en même temps, ça vous permettra de lire un petit peu le programme qui nous attend. Je te passe un micro et comme tu resteras assis tout au long de cette présentation, tu auras un deuxième micro sur le ciel. Alors Méline, on est absolument ravis de t'avoir avec nous pour cette présentation parce que cette année, l'Observatoire du running a fait deux focus particuliers, un focus sur les femmes et un focus sur le running en milieu professionnel. Et toi, finalement, tu coches les deux cases, un parcours un peu atypique. Est-ce que tu peux nous rappeler justement ton parcours, puisqu'au départ, tu n'étais pas forcément destinée à être une athlète de très haut niveau, et tu te retrouves en équipe de France aujourd'hui avec un record de France du marathon, qui est tombé il n'y a pas très longtemps, mais on y reviendra dans un instant. Juste ton parcours, revenir sur ce parcours atypique et le travail que tu fais aujourd'hui. Oui, alors moi, du coup, c'est vrai que parcours atypique, je sais pas, mais en tout cas, je ne suis pas athlète pro, en tout cas à 100% aujourd'hui. J'ai commencé, donc j'ai rejoint déjà Kickrun en fin 2021, janvier 2022. Et en même temps, en fait, je suis arrivée en tant que data analyst du coup chez Decathlon. En fait, j'ai fait mes études en septembre 2021 et j'ai été directement embauchée chez Decathlon. Alors, il faut savoir que les deux sont arrivés en même temps, mais n'étaient pas liés. Je ne suis pas chez Kickrun parce que je travaille chez Decathlon et inversement, en fait, les deux sont arrivés en même temps. Et bon, bah, ça avait du sens forcément de travailler chez Decathlon et d'être ambassadrice Kickrun. Donc là, je travaille à mi-temps j'ai repris à mi-temps depuis le mois de janvier. Et voilà, à Donc, en parallèle de ton parcours d'athlète de haut niveau, tu continues à avoir une activité professionnelle, alors une activité professionnelle qui colle finalement à ta passion et à ton activité sportive. Oui, moi j'adore mon travail. Alors c'est vrai que peut-être que sur les prochaines années, j'aimerais aussi me consacrer à 100% à l'athlétisme parce que c'est un message, hein, c'est pas sûr. Le marathon, ça demande quand même pas mal d'investissement et d'entraînement, donc et surtout de récupération. Mais en tout cas, j'adore mon travail et j'adore venir travailler chez Decathlon avec mon équipe. Et ça me plaît vraiment. Data analyst, donc en quoi ça consiste? Alors moi, je travaille sur la connaissance des clients Decathlon, donc c'est analyser toutes les données qu'on peut recueillir sur nos clients, tous les points de contact qu'il peut avoir chez Decathlon. Donc tu es d'autant plus légitime commenter et apporter ton témoignage. Et puis juste un petit mot sur ton actualité, parce qu'effectivement, tu as perdu ton record de France sur marathon. Alors on m'a dit à l'oreillette que peut-être que dans un avenir proche, tu retenterais bien de reprendre ce record de France du marathon, sur un marathon espagnol peut-être à venir, Valence par exemple. C'est vrai qu'une fois qu'on a eu le record de France, et pour le faire, on a envie d'aller le rechercher, donc ça sera forcément l'objectif. Il y a de grandes chances que ce soit à Valence en fin d'année, parce que j'ai envie de prendre le temps et de bien préparer ça. Mais c'est vrai que si je pouvais le récupérer, ça serait plutôt bien. Voilà, merci pour la petite info et le scoop aujourd'hui pour toutes les personnes présentes. Tu restes à nos côtés, alors je vais récupérer un des deux micros, parce qu'on va avoir d'autres personnes qui vont intervenir, merci. Et Méline, surtout, j'attends de toi que tu interviennes à tout moment, en fonction des résultats que tu vas voir apparaître et des commentaires. N'hésite pas, et je me permettrai de te poser également quelques questions. Vous l'avez vu, on va parler tout d'abord de la pratique sportive, de la pratique du running en France. On reviendra ensuite sur le baromètre, on l'a dit tout à l'heure, c'est Adrien Tarel qui viendra nous parler de ça. On parlera avec Pascal Boutsock de Running Heroes, hein, puisque c'est le panel sur lequel on a travaillé pour mener cette étude. Un mot sur le coaching, qui est un élément qui monte en puissance dans la planète course à pied. Et puis, on vous parlera un petit peu de business quand même, parce qu'ici, il y a quand même beaucoup de gens issus de ce marché du running. Et c'est un marché qui fonctionne bien, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Alors, traditionnellement, quand on parle d'études, on parle un petit peu de méthodologie. C'est important pour que vous compreniez et analysiez correctement les différents résultats. L'équipe autour de Jean-Philippe Frey, Pierre-Yves Bourmand, que je salue d'ores et déjà, j'aurai l'occasion de refaire un petit clin d'œil. Il y a toutes les équipes de l'USC qui sont présentes, mais autour de ce pôle intelligence économique, ils ont travaillé autour de 3 études. Une étude que je vais qualifier de macro, qui est une étude sur l'ensemble de la population française, qui nous permet d'avoir des données globales sur l'ensemble des coureurs à pied en France. L'Observatoire du running en tant que tel, qui s'appuie sur un panel donc issu de la base Running Heroes, c'est 5000 coureurs
Donc, on n'a pas de biais statistique puisqu'on a suffisamment de coureurs pour avoir des résultats absolument fiables. Simplement, et je le dis d'emblée, il faut arriver à lire les résultats par cette grille de lecture. Sur ce panel, on a évidemment des gens qui sont plus engagés, plus connectés, plus intensifs et une surpondération masculine. Voilà. Ça ne veut pas dire que les résultats sont biaisés, pas du tout. On a suffisamment de coureurs pour avoir des résultats stabilisés. On peut même redresser. Simplement, il faut avoir en tête cette clé de lecture. Et puis, troisième élément d'analyse qui nous a permis de monter cet observatoire, c'est le fameux baromètre des finishers FF1, où on va retrouver sur les coureurs qui ont terminé une course, qui avaient pris un dossard et qui ont terminé une course, on va retrouver un certain nombre d'indicateurs utiles pour l'analyse des différents résultats. On va attaquer par les chiffres et juste un premier élément qui est important, la course à pied, le running, s'impose durablement comme une pratique de masse en France. L'an dernier, nous vous avions parlé de 12,4 millions de coureurs sur les différentes études qu'on a pu mener cette année. Eh bien, nous confirmons qu'il y a plus de 1 Français sur 4, un Français adulte sur 4, qui déclare pratiquer la course à pied. Et le point qui est très important pour nous aujourd'hui et pour vous, acteurs du marché, c'est qu'il y a 8 millions de coureurs qui déclarent avoir une pratique régulière, c'est-à-dire au moins une fois par semaine. 8 millions de coureurs réguliers, ça veut dire que ça nous ramène quasiment au chiffre total des coureurs déclarés en 2017. Vous voyez un petit peu la progression considérable de la course à pied en France sur ces dernières années. Et autre point important sur lequel je reviendrai un petit peu plus tard, on va de plus en plus vers une pratique paritaire, mixte, puisqu'aujourd'hui, sur ces 12,4 millions d'adultes qui pratiquent la course à pied, on a 52% d'hommes, 48% de femmes. Là aussi, ce sont des éléments extrêmement importants sur les tendances de fond que nous pouvons constater sur la course à pied. Avant de rentrer un petit peu plus dans le détail sur les 4 grands enseignements que nous avons sortis de cette étude, je vais demander à Pascal Boutsock de me rejoindre. Pascal, qui est, alors c'est juste là, je reviens là-dessus, qui est le Global Head of Sales Running Heroes. C'est bien ça, Pascal, je te passe le micro. On commence à avoir l'habitude de s'appuyer ensemble. Je vais faire le métronome avec le petit Pavlov et on va te laisser analyser un petit peu les résultats, on va dire sportifs, de pratique de ce baromètre 2025. Merci Virgile. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Running Heroes, vous connaissez le contexte, c'est une application mobile Move to Earn qui permet de récompenser les runners de leurs efforts. Votre signature est simple, c'est vous pourrez soyez récompensé, créez votre compte, vous intégrez votre outil de tracking habituel et Running Heroes se synchronise automatiquement et transforme vos kilomètres en points et en crédit. Voilà, ça, c'est le point de départ. Donc, quelques chiffres sur cette communauté qui existe maintenant depuis plus de 10 ans. On a une communauté aujourd'hui de 770 ans en France, avec un âge moyen de 36 ans. Indicateur important, c'est qu'on a 42% de femmes, ça fait à peu près 320 000 comptes sur la France. On a un écosystème social avec 170 000 fans sur Facebook et 36 000 sur Insta, et une consommation sur le digital d'environ 2 millions de pages par mois. On a aussi un touchpoint newsletter qui est consommé par 345 millions d'opt-in, et on a aussi les opt-in en push notif. Je vais passer au point suivant. Merci. Donc, on va voir 3 indicateurs, la fréquence, la durée et la distance. Ce qu'il faut avoir en tête, c'est que là, on est sur des données de 2024, sur l'intégralité. Donc, sur la fréquence, on voit qu'il y a une légère augmentation. On est sur des runners réguliers, assidus ou performeurs. Les runners beginners, c'est pas la population de Running Heroes. Et on voit qu'en 2 ans, on a gagné une sortie par mois supplémentaire, ce qui fait une moyenne d'une douzaine de sorties en plus. Donc, on voit que nos membres pratiquent de plus en plus avec un très faible écart entre le
nombre de sorties sur les temps les moins faibles et les moins forts. Donc, deuxième critère, c'était la durée. Bien sûr, on court davantage quand la météo s'y prête. Donc, on est sur les automne-hiver, on est sur des durées un peu plus faibles, mais les écarts sont très faibles. Et on a augmenté de 8,41 secondes en 2 ans. Donc, pareil, on a des runners, une durée de sortie qui s'allonge. Troisième critère, la distance. On court plus longtemps, donc on va plus loin. On a aussi une courbe où on voit qu'il y a une forte reprise de l'activité en mars et avec une saisonnalité qui s'étend sur le mois d'octobre. On a gagné 400 mètres en 2 ans, c'est pas un critère forcément important, mais voilà, on voit que la distance. Il y a un critère, je vous l'ai mis, c'est la vitesse. C'est intéressant parce que les runners ne cherchent pas la performance à tout prix. Ils cherchent avant tout à courir. On le voit sur la vitesse moyenne. Elle n'évolue pas. On est en gros sur une vitesse à 10 km à l'heure. On court 1 heure et on fait 2,3 sorties en moyenne par semaine. Donc, voilà. Donc, ces indicateurs-là montrent une régularité de la pratique. Ça, c'est vraiment le point fort. Autre constat, on a pu voir, c'est qu'on a eu les JO en 2024. On n'a pas eu de cause à effet. Ça n'a pas eu d'impact sur le volume de pratique. Donc, on est sur des runners réguliers et pas d'impact dessus. Voulez-vous mettre ce... Vas-y, Virgile. Non, je voulais avoir justement la réaction de Méline par rapport à ça sur cet effet JO. Alors, on pourrait dire qu'il n'y a pas d'effet JO, mais finalement, c'est parce que les gens étaient déjà très investis, très engagés, très pratiquants. Absolument. Et puis avoir un petit peu un retour de Méline, même si ce n'est pas ton meilleur souvenir, le marathon des JO. Mais comment tu perçois, toi, en fait, cette régularité des coureurs? Est-ce que dans tes différentes sorties d'entraînement, tu en croises et tu constates aussi cette appétence pour la course à pied? Moi, je travaille, en fait, je me rends compte qu'il y a de plus en plus de mes collègues qui courent et qui s'inscrivent aussi sur des marathons ou des compétitions pour se challenger. Après, pour les jeux, je pense que ça a été un envie complet. Les gens pourraient déjà. Donc, je pense que les gens ont découvert peut-être d'autres sports grâce aux jeux. Moi, ce que je retiens surtout, c'était l'ambiance, d'être supporté, d'être à la maison. Je pense pas que ça ait fait découvrir aux gens la course à pied. Ils connaissaient déjà. Oui, effectivement, et c'est ce que traduit d'ailleurs Pascal, ce dernier slide, c'est bien ça. Totalement. Et puis là, je voulais vous mettre ce slide pour voir la segmentation sur les distances. Et on retrouve effectivement, ça confirme l'ensemble de la présentation. On est sur 68 millions de kilomètres monitorés par Running Heroes en 2024, en cumulé. Et on voit un petit peu comment ce volume kilométrique se ventile en distance et répartition hommes-femmes. Et on voit que sur ce segment 5-15, on est à 57-56%. Les femmes courent plutôt des distances un peu plus courtes, mais on voit quand même sur un segment 5-15 une belle homogénéité entre les hommes et les femmes. Merci beaucoup, Pascal. Nous pouvons l'applaudir. Merci pour ces éléments. Tu as raison. Merci pour ces éléments et on va donc maintenant passer à la présentation des 4 grands enseignements de cette étude. Alors attention, ce ne sont pas des révélations, mais en revanche des confirmations de tendances qui s'inscrivent durablement désormais depuis quelques années. La première des tendances, c'est la féminisation. Oui, tu as raison, c'est mieux comme ça. La féminisation du peloton, la féminisation de la pratique. Je vous le rappelle, on a 3 études qui nous permettent d'analyser tout cela. On a d'abord l'étude macro sur les 12,4 millions de coureurs en France, je vous l'ai dit, 48% de femmes. Ensuite, sur l'étude du baromètre finisher de la FFA sur les personnes qui ont fini au moins une course durant l'année, eh bien, on constate qu'il y a 35% de femmes dans le peloton. C'est une progression de 6 points depuis 2019, donc une montée en puissance des femmes, avec un peloton qui est, vous le voyez sur cette étude, ça c'est issu du panel Running Heroes,
3 ans plus jeunes que les hommes. Ça nous ramènera, ça fait une transition sur la deuxième tendance de fond. Ce qui est intéressant aussi de noter sur ce slide, c'est qu'en fait, ces femmes ne sont pas que des runneuses. Il y a aussi beaucoup d'autres activités, et notamment des activités de forme, pratiques de fitness, yoga, etc. C'est significativement plus élevé que pour les hommes, plus 23 points, comme vous pouvez le lire. Méline, toi, de ton côté, tu fais d'autres activités que Running Addict, ou alors tu as d'autres activités dans ton panel? Non, je fais un petit peu de yoga. J'essaye de m'y mettre. Je fais du coup de la musculation que j'ai intégrée depuis 2 ans. Et là, actuellement, j'en fais pas mal, mais j'en fais toujours un petit peu de vélo, même en prépa marathon. Je trouve que c'est un sport qui permet de s'entraîner sans avoir trop d'impact. Moins traumatisant. C'est ça, moins traumatisant. Et l'été, c'est vraiment plaisant, en tout cas, de faire du vélo de route. Donc, ouais, c'est vrai que je fais pas mal de petits sports annexes. Donc, tu te retrouves dans cette cible. Hein. Bon, alors, je fais pas de crossfit, mais le yoga, la muscu, oui. Très bien. Et alors, un dernier élément, alors pour le coup, là, c'est pas ton cas, mais on constate quand même de manière très importante que les femmes ne courent pas forcément pour la performance. Ça, c'est un message pour l'ensemble des marques. Alors, c'est quelque chose que vous aviez évidemment à l'esprit, mais la source de motivation principale des femmes en matière de running, c'est vraiment la notion de se détendre, de se libérer de la pression du quotidien, de se déstresser. Et simplement sur cet item, c'est 18 points de plus que chez les hommes. Donc, la course à pied, de plus en plus féminine, et dans un souci de se faire tomber un peu la pression. On est, vous le savez, la grande cause nationale, c'est la santé mentale. Et bien, typiquement, la course à pied participe à ce que les Français se sentent en meilleure santé de ce point de vue-là. Toujours sur la féminisation, des éléments dont vous avez forcément entendu parler, c'est un focus de l'étude, hein, je vous l'ai dit, on a vraiment creusé pas mal sur la pratique féminine et notamment les freins ou les inquiétudes que peuvent avoir les femmes dans leur pratique de la course à pied. Sachez-le, c'est 56%, un petit peu plus d'une sur deux, qui ont déjà été confrontées à des situations délicates où elles se sentent mal à l'aise ou en insécurité. Donc, c'est quand même très significatif, très important. Et il y en a beaucoup qui adaptent leur façon de pratiquer justement pour éviter ces situations problématiques. 15% des runneuses se sentent vulnérables. Et ce sentiment de vulnérabilité remonte à 27% chez les 18-24 ans. Donc, c'est vraiment un sujet. Alors, beaucoup utilisent des applis pour avec d'autres personnes sur des parcours qui sont éclairés. Tout ça, ce sont des stratégies d'évitement. Mais évidemment, il y a là un vrai sujet de frein à la pratique. Alors, Méline, évidemment, pour toi, est-ce que c'est un sujet auquel tu as déjà été confronté? Est-ce que tu es consciente de cette situation-là? Est-ce que tu avais ces chiffres-là en tête? 56%, ça me paraît peu par rapport à. Reste faible. En vrai, pas mal j'ai déjà été concernée par une situation problématique. Alors après, moi, je ne fais pas je fais la plus attention parce que je ne préviens pas forcément quand je parcourir en même temps, tout le temps. Donc voilà, et je ne change pas tout le temps de parcours. Mais par contre, c'est vrai que j'évite de courir le soir dans des endroits pas éclairés. Je ne cours pas avec de la musique quand il y a peu de monde autour de moi. Et c'est vrai que en fait, je pourrais courir plus librement, mais je ne peux pas pour ne pas me mettre en danger. Et malgré ça, ça m'est déjà arrivé de me faire embêter. Alors, je me dis toujours que je cours plus vite que et que je pourrais peut-être me sauver, mais c'est vrai que c'est un vrai problème. Et comme il y a pas mal d'endroits le soir qui ne sont pas forcément éclairés, moi, je choisis toujours de rester à la ville dès que je dois aller courir il fait nuit. Donc, l'hiver, c'est un vrai problème. En tout cas, un peu moins parce que bon, il y a les autres monde et il y a plus de monde dehors. Mais en tout cas, l'hiver, ouais, il y a plein de fois où j'ai adapté mon parcours. Oui, donc c'est un sujet qui concerne toutes les runneuses, le haut niveau comme les jeunes filles qui courent dans leur quotidien. C'est un sujet qu'on a posé dans cette étude. On ne s'habille pas forcément également. Ouais. Mettre un t-shirt et être tranquille, quoi. Donc, plutôt qu'une brassière. Ouais. Ouais.
Très bien, merci beaucoup. Donc, vous voyez, premier enseignement, une féminisation du peloton, mais avec des freins sociétaux, on pourrait dire, sur lesquels il faudra probablement un jour agir parce que ça limite quand même cette potentialité de pratique pour les féminines. Deuxième enseignement très important alors j'ai peut-être été trop vite, c'est bien ça. Deuxième enseignement, on l'a un peu évoqué avec Méline, c'est la diversification des pratiques. Et il y a notamment un point qui est important, c'est la montée en puissance, ou plutôt la confirmation de ce que le trail est véritablement un phénomène de société. 74% des runners déclarent faire aussi du trail. C'est notamment plus vrai sur ceux qui ont un petit peu plus de bouteilles, un peu plus d'expérience. C'est vrai qu'à force de courir, eh bien, on aspire à avoir d'autres expériences, découvrir d'autres territoires, ne plus être soumis aux diktats du chronomètre. Ça fait partie des motivations à aller vers le trail. Et puis, on l'a vu aussi dans l'étude, il y a beaucoup d'autres types de pratiques, hein, que ce soit le vélo, que ce soit la randonnée, que ce soit les sports de forme, le cardio. Donc, on voit que les coureurs à pied, ce sont des sportifs aguerris, hein, des sportifs multiples au travers de cette étude. Un point sur le trail, on a aussi analysé des nuages de mots concernant le running et le trail. Et c'est vrai que sur le trail, on a cet imaginaire collectif qui revient assez aisément autour de la nature, autour de la liberté, du plaisir, de l'endurance. Et donc, varier les plaisirs entre la route et le trail, c'est quelque chose qui aujourd'hui s'inscrit très largement dans le quotidien des runners. Je le disais tout à l'heure, des coureurs à pied qui ont l'habitude de faire plusieurs autres activités. Dans l'étude, 98% des runners déclarent faire d'autres activités sportives que le running. Ce sont donc des sportifs accomplis. Troisième enseignement, là aussi on l'avait déjà vécu l'an dernier, mais ça s'inscrit durablement et ça se confirme, c'est le rajeunissement du peloton. Le rajeunissement du peloton, on le voit sur le baromètre Finisher. J'espère que je ne pique pas une info d'Adrien, mais je crois que je ne vais pas en parler. Donc, mais ça, c'est intéressant. 40% des finishers ont moins de 35 ans. Et si on regarde que la route, parce que sur ce baromètre des finishers, c'est route et trail, si on regarde que la route, c'est 45% des finishers qui ont moins de 35 ans. Ça, c'est un indicateur qui est extrêmement important et qui nous rassure aussi dans la durée de leur investissement. On peut imaginer que cet engouement pour la pratique de la course à pied s'inscrive dans la durée. Et puis assez logiquement, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, à propos du trail, eh bien, c'est quand on commence à avoir une certaine maturité, quand on a fait un semi, un marathon, etc., on aspire à d'autres aventures. Donc c'est assez logiquement finalement que sur les pelotons des trailers, on est un petit peu plus âgé que sur les pelotons sur la route. C'est un indicateur aussi qui nous indique, qui va nous guider vers la consommation, vous le verrez tout à l'heure. Et puis, je vous l'ai dit, dans cette étude, il y a aussi un deuxième focus qui concerne la pratique de la course à pied en milieu professionnel. Et là aussi, il y a des indications assez intéressantes, notamment 41% des runners qui déclarent courir pendant la pause méridienne. Ça, c'est quelque chose d'important. Et puis, peut-être un signal positif, puisque 39% des runners estiment que leur entreprise fait des efforts pour leur permettre la pratique du running. On est sur la bonne voie, c'est pas encore acquis, mais on est sur la bonne voie. Toi, Méline, tu me le disais tout à l'heure, effectivement, il t'arrive régulièrement de courir. Évidemment, tu cours quasiment tous les jours, donc forcément, pendant ta journée de travail. Oui, alors, avant d'avoir ménagé comme à temps plein, je préférais courir tôt le matin et retourner le soir et profiter du temps midi pour aller faire de la récupération. Mais c'est vrai qu'il y avait pas mal de gens qui allaient courir également à faire du vélo le midi. Il y avait quoi se doucher et travailler aussitôt, donc ça c'est un plus. Moi, j'avoue que je ne cours pas trop le midi, à part si je suis chez moi, quoi, parce que je préfère être tranquille chez moi, donc je cours rarement le midi, mais en tout cas, je vois pas mal de fois qui partent le midi. Oui, indiscutablement, la course à pied s'invite désormais dans le quotidien des Français, y compris dans les milieux professionnels, autre enseignement de cette étude. Et enfin, j'ai parlé des 4 grands enseignements, hein, la féminisation, le rajeunissement, la diversification
Et puis, le trail, je crois on a évoqué un petit peu tout. On va maintenant parler un petit peu de l'influence. C'est aussi un élément qu'on a creusé sur cette étude parce que de plus en plus, les runners sont addicts aux différentes sources d'information et notamment les différentes communautés, les différents réseaux sociaux. Sachez par exemple que Instagram est le réseau social qui est le plus suivi par les runners, 77%, et c'est même 90% si on regarde uniquement les moins de 35 ans. TikTok, ça émerge un petit peu sur les 18-25, 38% donc, qui sont sur TikTok. Et puis, pour dire des coureurs un petit peu plus mûrs, 2 tiers des coureurs des plus de 45 ans utilisent Facebook. Autre réseau social très couru des coureurs, c'est Strava, la génération Strava. Est-ce que tu es sur Strava? Oui, je suis sur Strava. Là, je vais dans le train. Alors, ça, ce sont pour les éléments un petit peu statistiques. Maintenant, on va regarder quels sont les influenceurs. On vous avait proposé justement ce petit tableau, ce palmarès l'an dernier. On y revient. Alors, il y a un changement majeur, c'est que Kylian Jornet n'est plus numéro 1. Ça reste un trailer. Vous le voyez, d'ailleurs, ça c'est intéressant sur les influenceurs. On ne vient pas forcément chercher du placement de produits, d'information de produits. On vient plutôt chercher de l'expérience, des tips, partager sa passion et voir comment les coureurs à pied, quels qu'ils soient, vivent cette passion du running. D'ailleurs, c'est intéressant, il n'y a pas que des top guns, il n'y a pas que des athlètes de très très haut niveau. Il y a des gens qui sont évidemment des coureurs engagés, réguliers, mais qui ne sont pas forcément dans une absolue performance. Mais ça dit quoi? Parce que toi, je crois que tu as à peu près 25 000 followers. Pour toi, c'est important? Est-ce que c'est quelque chose que tu vas regarder à l'avenir ou voilà, quelle relation tu as avec les réseaux sociaux et ta communauté? Je pense qu'en tant qu'athlète, c'est aussi important d'être présent sur les réseaux, aussi pour ça. Je fais quand même attention, mais en vrai, je trouve ça vraiment. Je prends plaisir à échanger avec les gens qui me suivent. Après, ce qu'on voit, c'est qu'il n'y a pas forcément. Enfin, les gens ne suivent pas que des athlètes de haut niveau. Absolument. En fait, ils cherchent plus à suivre des gens qui vont les motiver, qui peuvent s'identifier. Donc, par exemple, moi, pour Petit Thomas, je regarde régulièrement ses vidéos et c'est beaucoup de bonne humeur, de petits conseils. Et en fait, les gens se motivent peut-être plus quelqu'un qui fait de lambda que moi, il y a Jimmy, mais c'est vraiment le haut niveau. Quoi, donc, ouais, c'est pas tant la haute performance que vraiment le partage de sa passion, comme on le disait à l'instant. Je pense que les personnes qui cherchent la performance suivent forcément des athlètes de haut niveau, mais les personnes qui courent plus pour le plaisir, pour se dépasser, pour se lancer des défis, suivent peut-être plus des influenceurs qui ne sont pas des sportifs de haut niveau. Les phénomènes mécaniques, plus il y a des gens qui courent, plus on rajeunit le peloton, et puis plus les réseaux sociaux sont plébiscités. Pour les amateurs de chiffres, c'est presque 500 000 followers supplémentaires qui suivent les différents influenceurs running depuis août 2004. C'est-à-dire qu'on a fait une analyse depuis après les Jeux, on va dire, jusqu'à aujourd'hui, presque 500 000 followers en plus sur les différents influenceurs de running. Donc c'est vraiment un phénomène qui devient vraiment important, et vous le voyez, beaucoup de représentants traders. On va maintenant passer à ce dont on vous a parlé tout à l'heure, c'est-à-dire ce fameux baromètre du running. Et je vais demander à Adrien Tarenne, le responsable développement des pratiques FFA, de nous rejoindre. Bienvenue, Adrien. Tiens, ton micro, vous pouvez l'applaudir, quoi, c'est dur. Alors, tu veux la zapette? Vas-y, tu vas connaître tes slides. Normalement, tu as je croyais que tu me lançais, mais. Alors, non, mais évidemment, attends, c'est un baromètre que l'on réalise pour la FFA et avec la FFA avec grand plaisir. Ça nous donne énormément d'informations, c'est une ligne d'information, même si évidemment, encore une fois, la grille de lecture, ce sont les gens qui ont franchi une ligne d'arrivée durant l'année 2024. Voilà, donc l'analyse qu'on fait est particulièrement fiable puisque il y a cette obligation administrative pour les organisateurs de courses de s'inscrire auprès de la fédération pour avoir derrière leur avis et leur autorisation d'organiser leur événement. Donc ça, c'est pour la partie calendrier.
Et puis ensuite, il y a tous les résultats qui sont associés à ces courses qui sont inscrits au calendrier. C'est les deux données qu'on traque actuellement. On va trouver de façon probablement marginale quelques courses qui sont en dehors du circuit ou quelques résultats de format peut-être un petit peu alternatif ou hybride qu'on va peut-être pas tout à fait retrouver. Mais alors, le pourcentage est difficile à chiffrer. Mais globalement, ça nous donne quand même un aperçu très complet de toute l'organisation du calendrier, donc des courses cross-country, trail et courses sur route, et des résultats qui leur sont associés. Donc, vous voyez ici, vous avez déjà le premier chiffre qui nous a particulièrement interpellé, mais qui correspond au ressenti qu'on peut avoir, à savoir ce record de résultats global sur donc les disciplines de cross-country trail, les organisations de cross-country trail, avec pratiquement 3 millions de résultats enregistrés. Ce qu'il faut voir, donc ça c'est le cumul des 3 comptes que vous avez juste à côté. Et ce qu'il faut voir, c'est que avant Covid, on était sur 2,6 à 2,7 millions en 2018 et 2019. Donc, pratiquement 300 000 résultats de plus, c'est particulièrement important. La route est pratiquement au niveau en fait, de ces records et qui date plutôt de 2015. Par contre, c'est le trail qui continue d'exploser puisque pour la première fois, on passe le million de résultats sur le trail. Donc, ce qui confirme un petit peu la dynamique qui a déjà été évoquée par ailleurs. Et puis, je reviens sur ces statistiques, sur les compétiteurs, les personnes qui approchent un dossard et donc les résultats qu'on enregistre. Donc, 35% de femmes, ça a été évoqué tout à l'heure, et puis 40% de moins de 35 ans. Sur la stat, sur les femmes, on a parlé aussi en introduction de la plateforme Prévention Santé qui nous permet d'avoir des données aussi, parce que c'est une démarche obligatoire aujourd'hui pour toutes les personnes qui font une course d'aller sur cette plateforme pour obtenir leur attestation. Ça nous permet de savoir la répartition hommes-femmes également. Et on est dans cet ordre d'idée-là, puisqu'on est sur 38 à 39% de femmes qui sont passées par la plateforme de Prévention Santé pour obtenir leur attestation et valider leur inscription à une course. Donc, on est sur les mêmes logiques. Vous voyez donc le trail, un record global pour ces chiffres de résultats et le trail qui augmente particulièrement. Ensuite, sur la partie calendrier, donc la slide juste après, donc 11 334 courses. Alors, je précise départ de course. Et à l'intérieur d'un événement, vous pouvez avoir plusieurs départs de course. Donc, répartis sur 4 813 événements, avec là aussi un nombre d'organisations de trail qui explose. Quand on regarde la course, ce qui est quand même assez parlant, c'est de voir qu'en 2015, on a pratiquement le même nombre de trail et de cross-country. Et aujourd'hui, on arrive à pratiquement le double et 5000 départs de trail qui sont donnés en 2024. Bon, le cross-country reste plus ou moins à la position qu'il a encore aujourd'hui, mais surtout, le trail a largement et durablement dépassé la route. Il y avait eu cette inversion pendant la période Covid et on en avait parlé à chaque fois, tous les ans. Il y avait eu probablement moins de contraintes sur la haute saison du trail, si on peut parler de ça, parce qu'il y a des courses toute l'année. Mais la haute saison du trail, je parle plutôt de la période estivale. Un petit peu moins de contraintes, donc un petit peu plus de courses. On s'était dit, tiens, comment ça va se passer quand ça va reprendre. Et là, on voit que le trail, vous voyez, les courbes s'éloignent assez significativement là cette année, enfin sur l'année 2024. Et donc, on est pratiquement à 5000 départs de trail en 2024, un peu plus de 4000 départs de course sur route. Donc, on est assez loin du nombre qui était celui de 2019. Et probablement qu'il y a un peu de vase communicant entre les organisations de route et les organisations de trail. Alors, je reprécise quand même aussi très rapidement que malgré pratiquement 1000 départs d'écart entre le trail et la route à la faveur du trail, la jauge de résultats, vous l'avez vu sur la slide précédente, ça reste la route qui est largement devant. Normal, sur des courses sur route, vous pouvez plus facilement faire plusieurs milliers, voire parfois dizaines de milliers de participants, là où un trail qui va faire 8, 10, allez, 12 000 participants, on est dans le top 5, top 10 France, quoi, très clairement. Donc, important à noter quand même que la route génère le plus de résultats encore assez largement. Ensuite, je vous ai rajouté, donc, j'aime bien toujours ce chiffre, 260 finishers par course. Ça, c'est assez important parce que ici, dans le contexte où on est, voilà, 50, 60 000 coureurs. Il faut relativiser, effectivement, il faut mettre ça en perspective.
Oui, complètement, il faut relativiser, c'est complètement ça. Donc, la moyenne nationale, c'est 260 résultats générés par course. Alors voilà, pareil, avec des jauges qui sont un petit peu différentes, 439 sur la route, 215 en trail, 45 en cross, plus anecdotique. Et puis, pour finir, le record sur la partie trail que tu évoquais, pratiquement 5000 courses désormais de trail qui sont proposées dans le calendrier. Voilà. Merci beaucoup, Adrien. On peut l'applaudir. Adrien, tu viens d'évoquer ce sujet donc, de la moyenne de coureurs, toujours délicat de travailler sur les moyennes, la moyenne de coureurs par course, finalement. On a une augmentation, un rajeunissement du peloton, une augmentation de l'intensité, de la régularité de la pratique. On a une augmentation du nombre de courses, mais relatif. Et donc, ça veut dire qu'il y a certaines courses où ça engorge. On a du mal à trouver des dossards et j'en veux pour preuve ce slide juste après, puisqu'on a travaillé là-dessus sur notre observatoire du running. On a quand même un nombre significatif de coureurs qui disent « mais j'ai galéré pour avoir un dossard ». Oui, c'est une tendance qu'on remarque. Et, alors, je ne sais pas si elle est vraiment nouvelle, hein, parce que moi, je citerai l'exemple de Marcel Kessy il y a quelques années. Les inscriptions ouvraient à minuit 30, c'était fini. Donc, c'est pas si loin de ce qu'on vit actuellement. Mais en effet, à travers l'aspect calendrier, donc l'offre quelque part, et les résultats, une traduction de la demande, hein, on voit qu'il y a probablement la place pour peut-être plus d'événements. Après, les questions qu'on se pose, nous en particulier fédération, c'est quelle est la jauge aujourd'hui, qu'est-ce que le territoire peut accepter, et on voit qu'il y a des problématiques notamment dans le trail d'autorisation pour les organisations de courses. C'est un sujet qu'on prend à bras le corps aussi à la fédération. Comment est-ce qu'on optimise l'utilisation de ces espaces, comment est-ce qu'on enrichit encore l'offre de façon cohérente, et peut-être aussi quelle place, nous ça nous tient particulièrement à cœur pour les clubs qui sont des structures qui sont capables d'organiser, qui ont les moyens, qui ont l'expérience et la connaissance pour pouvoir organiser, et peut-être qu'il y a des choses plus simples et plus locales à faire aussi. Oui, parce qu'effectivement, on pourrait se dire il y a une augmentation significative de la demande, une augmentation un peu moins forte de l'offre, donc des courses, et donc la logique, ce serait d'avoir plus de courses. Mais finalement, quand on analyse un petit peu les résultats, on s'aperçoit que les demandes elles vont vers les mêmes courses, ce que tu décrivais un petit peu. Donc attention à ne pas forcément surorganiser et se retrouver avec des organisateurs qui pourraient être en difficulté puisque le coût de l'organisation devient de plus en plus lourd, notamment sur les sujets de sécurité. Merci beaucoup, Adrien. Merci à toi. On te retrouvera l'an prochain, mais j'espère avant. Mélie, tu n'as jamais eu de problème, toi, pour avoir des dessins? C'est bien passé toujours? Non, moi, ça va, mais peut-être pour rebondir sur ça, c'est que, en fait, moi, je vois au niveau pas de mon club, mais moi, je viens de Ardennes, et en fait, je vois plein de petites courses sur la route, parce que c'est ce que je connais, mais je vois plein de petites courses sur route qui peinent déjà à s'organiser, parce que forcément, le coût d'organisation, il peine à trouver des coureurs, pendant que certaines courses sont pleines en 30 minutes. Alors, en fait, je pense que les gens se dirigent de plus en plus vers les grosses organisations, les grosses courses. Je ne sais pas si c'est aussi, c'est forcément je pense que les réseaux sociaux poussent aussi à ça, c'est que dire que j'ai fait le marathon de Paris, en fait, on fait partie d'une communauté qui a fait telle course ou telle course, et donc ça pousse sur ces courses-là, pendant que les petites courses à peine à trouver des coureurs. Alors, des fois, c'est parce qu'il n'y a pas forcément les labels qui font, on peut se qualifier sur des championnats de France. Et la performance ne concerne pas la grande majorité des coureurs. Il y a un phénomène de concentration sur lequel il faut faire attention parce qu'effectivement, en lisant cette statistique, on pourrait se dire mais il n'y a pas assez de courses, il n'y a pas assez d'offres. En fait, ce n'est pas tout à fait ça, c'est ce que tu décris, Léline, c'est-à-dire qu'il y a une concentration sur un certain nombre de courses où là, effectivement, on est en difficulté. Et en revanche, il y a beaucoup de petits organisateurs qui, eux, souffrent dans l'organisation de leur épreuve. On va poser la question à un organisateur qui, lui, justement, doit gérer le succès. C'est Antoine Courbon, donc le Head of Digital d'ASO. Tiens, Antoine, merci déjà de nous accueillir ici. On peut l'applaudir. Alors, l'analyse de Méline, attention. Oui, effectivement, il y a des gens qui galèrent pour avoir des dossards, mais plus sur le marathon de Paris que finalement sur la course dans les Ardennes. Oui, effectivement.
Nous, la tendance qu'on voit, c'est qu'effectivement, sur les grandes courses qu'on organise en France, le China Electric Marathon de Paris, le Hockey Semi de Paris, ou les courses qu'on organise aussi en Angleterre, le marathon de Manchester, le semi-marathon de Manchester, on a une tendance de plus en plus forte sur les inscriptions. D'une part, parce que on lance de plus en plus tôt et les gens sont prêts à s'inscrire de plus en plus tôt. Ça, je crois que c'est un phénomène quand même assez nouveau par rapport à une dizaine d'années. Aujourd'hui, on est prêt à s'inscrire un an à l'avance pour un semi. Et l'autre chose qui est très importante, c'est qu'on voit bien qu'il y a un effet aussi de groupe, il y a un effet d'influence. Et dès qu'on essaye de s'inscrire à une course, on en parle beaucoup plus que par le passé. Est-ce que tu dis proche, Et ça, c'est un effet des réseaux sociaux, etc. Exactement, c'est un effet qui est très fort chez nous, et c'est ce qui nous a permis effectivement, depuis 2019, de battre de nombreux records en termes de sell-out. Le China Electric Marathon de Paris, il a été plein au mois d'octobre cette année, début octobre. C'est 3 mois plus tôt que 3 ans auparavant. Comment on définit que c'est plein? Parce que c'est vrai que quand on est une entreprise, donc avec un enjeu de rentabilité, la tendance peut être forte de dire, bon allez, j'en remets 5 000 de plus, ça ne se verra pas, voilà. Mais là, les contraintes, c'est la préfecture, c'est les contraintes de sécurité. Alors, il y a des contraintes de sécurité de préfecture, ça c'est évident, et à chaque fois, l'ensemble de nos jauges sont calées avec eux. Et il y a aussi une véritable contrainte d'expérience. Ça, on y fait très attention, notamment sur des semis et des marathons. C'est comment faire pour que le peloton très nombreux ne gêne pas l'expérience de l'ensemble des coureurs, notamment sur la ligne d'arrivée. Et donc, à chaque fois, on essaye d'avoir des croissances qui sont surtout contrôlées, maîtrisées. Faites très attention à ça. Après, la deuxième chose sur les dossards, et ça c'est important et c'est une vraie tendance de fond dont on n'a pas encore beaucoup parlé, mais qui est très forte en Angleterre et aux États-Unis et qui a vraiment sur le marché français est en train de grandir et qu'on pousse énormément, c'est ce qu'on appelle les dossards solidaires, les dossards associatifs. De plus en plus maintenant, On n'en est pas encore au tirage au sort comme à Londres ou à New York. non, nous, c'est pas notre volonté. Nous, c'est pas notre volonté parce qu'on veut que le marathon de Paris reste un marathon ouvert à tous et que n'importe qui ait la possibilité de s'inscrire. Il y a des courses américaines, Boston notamment, il faut prouver un certain temps, il faut prouver des performances. Nous, on n'a jamais voulu rentrer là-dedans. On a toujours voulu que ce soit la course et le marathon ouvert à tous. Par contre, ce qu'on essaie de faire, c'est que ça ait de l'impact positif. Et ces dossiers associatifs sont un vrai moyen d'avoir de l'impact positif. Parce qu'en fait, on court pour une association, on court en levant des fonds. L'inscription n'est validée que quand on lève des fonds pour l'association. Et ça nous permet de faire grandir l'impact positif. Ça me permet de faire, parce que tu évoques les marathons de Boston, Manchester. Est-ce que tu as des données de comparaison avec d'autres courses, puisque ASO organise des courses en Angleterre? Et puis j'ai une deuxième question, quelles sont les différences, et notamment les inscriptions en groupe? Parce que ça, je crois que c'est un phénomène qui émerge quand même. Alors, sur les comparaisons avec les courses, les tendances qu'on a évoquées tout à l'heure, plus de femmes, plus jeunes, c'est clairement les tendances qu'on voit également en Angleterre. Sur le marathon de Manchester, on a eu la même tendance, par exemple, sur les femmes. On a gagné 5 points sur les 5 dernières années. C'est énorme. Et ce qui correspond à ce qu'on a fait sur le marathon de Paris. Le marathon de Paris, on a 31% de femmes cette année. C'était 27% en 2019. Donc, ça, c'est une tendance Néo-marathoniens, parce que sur le semi, c'était assez impressionnant. Quasiment 40%, mais plus de 40% étaient des néo-semi-marathoniens. Et c'est ce que j'allais rajouter. La partie qu'on n'a pas encore évoquée, c'est les néos. Et là, c'est vraiment un phénomène de fond qu'on observe en Angleterre et en France. Cette année, sur le marathon de Paris, c'est 51% des coureurs qui vont venir courir leur premier marathon. On est sur des chiffres exceptionnels qu'on n'avait jamais vus auparavant. Et on a exactement la même tendance, exactement le même chiffre sur le marathon de Manchester, ce qui est quand même assez extraordinaire. Donc les tendances de femmes, de jeunes et de néo-marathoniens et de néo-distance, c'est les mêmes en Angleterre et en France. Et quand on regarde même à l'étranger, quand on regarde, mais forcément, on regarde beaucoup le marathon de New York, le marathon de Berlin, le marathon de Londres. Marathon de Berlin, c'est la même chose, ça s'est féminisé encore plus. Et les jeunes viennent de plus en plus aussi sur ces courses. Et le phénomène de groupe? Et donc, ça répond à la question que tu posais sur le phénomène de groupe. On s'est aperçu depuis 3 ans, on pousse énormément les dossards en duo à 4, voire même à 8 sur certaines courses, que ça nous permet d'aller chercher des jeunes, des femmes et des néos, encore plus. C'est-à-dire qu'on surperforme dès qu'on est sur un groupe, sur cette socio-démo. Et donc, ça, pour nous, ça a été vraiment intéressant parce que ça nous a permis d'aller encore plus fort dans ces tendances, de rajeunir et d'aller chercher les femmes. Et on sait aussi que c'est pour demain un élément qui peut être vraiment important en termes de motivation. C'est-à-dire que courir un marathon, courir un semi-marathon, on peut courir pour le temps, on peut courir pour le faire pour la première fois, mais de plus en plus, on court aussi pour une association ou pour courir avec un copain
ou pour le coup avec une famille. Et donc, ce phénomène de groupe permet aussi d'aller diversifier la pratique de courir un semi ou un marathon. Théo, marathonien, groupe, etc. Est-ce que ça amène une évolution des performances? Alors, Méline va rebattre le record de France dans pas longtemps, on n'en doute pas. Donc, au très haut niveau, ça, on voit les performances. En Espagne, il fait beau, tout ça. Mais en revanche, sur la masse du peloton, est-ce que finalement, on progresse ou voilà, avec 4 heures, je suis dans les choux, ça existe encore, il y a la voiture balai derrière, comment ça se passe? Alors, ce qui est intéressant sur ce chiffre, parce qu'on l'étudie beaucoup, c'est qu'il va un peu à l'inverse de ce qu'on pourrait penser sur les néos. C'est-à-dire que beaucoup de personnes pensent que parce qu'on a plus de néos, on va moins vite. Et en fait, c'est l'inverse, on va plus vite. Aujourd'hui, quand on regarde les résultats du Génératique Marathon de Paris et qu'on compare aux années 2017, 2018, 2019, le temps médian est meilleur. Et quand on compare surtout, non pas les élites, mais plutôt les amateurs, on regarde quel est le temps du centième, du millième et du 10 millième, ça va bien plus vite. Alors, il y a plusieurs raisons. Parce que c'est en pente. Il y a des tunnels quand même, donc il y a quelques passages qui peuvent être un peu plus compliqués. Mais en fait, on s'aperçoit qu'il y a plusieurs raisons. D'abord, le matériel a énormément évolué, les chaussures notamment. On travaille beaucoup avec ASICS, qui est partenaire de Marathon de Paris. On voit que ça a eu un effet énorme sur les coureurs. Et la deuxième chose, c'est qu'il y a eu une préparation qui s'est quand même aussi beaucoup améliorée. Les grandes marques comme Garmin ont apporté un véritable accompagnement qui n'existait peut-être pas autant avant. Et on voit que les coureurs sont bien plus préparés. Et je pense que chacun ici, on est capable de citer les gens. Moi, je le vois au travail. Ils courent leur premier marathon et ils courent en 2h45 ou en 3h. Non, qui par le passé était assez hallucinant. Donc voilà, ça c'est une véritable tendance. On va plus vite et on le voit. C'est surtout valable pour le marathon. On voit un peu moins cette tendance. Ça évolue un peu sur le semi-marathon, mais c'est un peu moins fort et un peu moins marqué. En tout cas, sur Manchester et Paris, on le voit clairement. Merci beaucoup, Antoine. Merci encore de ces explications. On peut l'applaudir et ça me fait une parfaite transition. Parfaite transition parce qu'on a évoqué des performances moyennes qui augmentaient, qui s'amélioraient. Alors moi, à mon époque, il y a de nombreuses années, c'était Dominique Chevalier qui nous faisait des plans d'entraînement. J'ai l'impression que c'est totalement dépassé. Aujourd'hui, on parle de coaching et il y a effectivement une tendance qui se développe énormément. En tout cas, c'est ce qui est apparu dans l'étude où tous les coureurs, les amateurs, eh bien, s'appuient sur des coachs. Il y a un certain nombre de coachs qui se sont développés, qui ont progressé, qui sont professionnalisés. Méline, c'est ton cas d'ailleurs. Toi, comment tu as commencé à t'entraîner? Comment tu as progressé? Est-ce que tu as accompagné? Comment tu gères ça? Moi, ça fait quelques années que je cours. Ça fait 2 ans que 16-17 ans que je cours. Et moi, j'ai toujours eu un coach au sein de mon club. Donc, ça fait. Mais un coach traditionnel, c'était pas sur mesure, c'était. Traditionnel. Donc, moi, ça fait 20 ans que je travaille avec mon coach qui est dans mon club. Et maintenant, il me connaît par cœur. Donc, en fait, pour moi, c'est. Alors, il y a des applications qui peuvent être un moyen pour les gens qui commencent le running de se motiver, d'avoir un plan quand vraiment on débute. Après, il y a les coachs perso qui, là, peuvent être plus dans la recherche d'un chrono déjà ou encore de la motivation. Mais pour moi, rien ne remplace le coach perso qui nous fait des plans sur mesure pour nous préparer. Et oui, les plans sur mesure, eh bien, on va en parler immédiatement avec Tristan. Tristan Pavlak, donc le cofondateur de Campus Pro. Alors, parfait. Ouais, il fonctionne. Tiens, alors, c'est effectivement moi qui vais te poser des questions parce qu'on a vu que il y avait le matériel qui progressait. Antoine évoquait les chaussures notamment, mais pas que. Méline vient de le dire, de plus en plus, on a recours, quel que soit son niveau, à des coachs. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu, puisqu'aujourd'hui, 20% des coureurs du marathon de Paris utilisent une appli pour les accompagner, et puis de nombreux autres ont leur coach à côté d'eux. C'est vrai qu'il y a une nouvelle solution qui a apparu il y a quelques années et dont partie au départ, des applications d'entraînement ça vient, donc en 2019, on a été un partenaire du Marathon de Paris, ça fait la 3e année là, et on voit justement que est de plus en plus utilisé par les coureurs. Utiliser le fait que 20% des coureurs du Marathon de Paris utilisaient une application, l'année dernière, 10% des coureurs utilisaient d'autres applications, ce qui n'est pas le cas des années précédentes. Donc on voit cette croissance justement de gens
qui, à tous les niveaux, et c'était vachement intéressant parce que tu disais juste avant, ont recours à des applications, et même quand on débute, et même peut-être plus ceux qui débutent, parce qu'ils ne vont peut-être pas faire 10 marathons dans leur vie, donc ils vont faire un, peut-être deux, et ils ont envie de vivre une expérience la mieux possible, donc ils ont envie que ça se passe bien. Alors, ça consiste en quoi? Parce que Mélie le disait, ce qui est important, c'est un coach qui est capable de nous proposer un programme sur mesure par rapport à notre physiologie, par rapport à nos capacités d'entraînement, etc. Exactement. Alors, le but, c'est de récupérer un maximum d'informations sur le profil de la personne et sur ses objectifs pour faire le programme le plus individualisé possible et ensuite, chez ses feedbacks, ça va essayer le plan. Désolé, je vais pas vous regarder. Mais comme le dit Méline, en effet, le but, c'est pas sur l'essai titan, mais c'est notre objectif, de remplacer les coachs en 1 parce que il y a l'aspect humain. Un coach, quand il envoie un message de toi ou un message à ton coach, évidemment, cette relation-là, elle n'existe pas. Alors, nous, avec Campus, c'est là c'est qu'on essaye de le remettre de l'humain dans la vie des gens avec un accès à des coachs avec eux, et surtout avec un accès à la communauté, avec des groupes de course, avec plus de 40 groupes de course. Oui, parce que les runners sont des gens inquiets. Ils ont toujours besoin d'être rassurés sur des petites sensations, un mollet qui grince, etc. Donc, il faut que les coachs sachent aussi leur répondre sur ce plan physiologique. Oui, et puis, on parle de la progression, et en effet, on pourra donner des statistiques si ça intéresse les gens juste après, mais il y a beaucoup d'inquiétudes. Et en fait, les gens qui arrivent confiants sur la ligne de départ ont déjà fait plus de 50% du travail. Évidemment, 50, c'est bien s'entraîner, mais il faut arriver confiant et parfois les doutes sont pas si importants si on a quelqu'un pour y répondre. Et que ça peut être un coach, mais ça peut être aussi la communauté. Aujourd'hui, on a une personne qui font partie de la communauté en ligne, chez nous, on a les groupes de course. Tristan, quelques infos sur le nombre de séances moyens et les objectifs. Est-ce que ce sont des gens qui viennent pour faire 4 heures ou moins de 3 heures? Alors, je vais parler de. Alors, je vais faire sur une étude qu'on a réalisée l'année dernière, qui arrive. Mais en fait, les utilisateurs de campus ressemblent énormément à à la répartition des gens sur un marathon. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a 66%, donc 2 tiers des utilisateurs qui sont 3 fois par semaine et qui vont réaliser des marathons. Et au final, les gens qui s'entraînent 5 fois ou plus ne représentent que 3-4%. Ça va tout à fait dans le sens que tu fais la personne juste avant. En fait, ce n'est pas des gens qui commencent à course à pied, qui font leur course, et puis ensuite ont envie d'améliorer. Ce sont des gens qui, dès le début, se prennent en compte pour répondre à leurs questions et avoir un Et les perspectives de Campus Coach, quelles sont-elles? Donc, par rapport à toute cette population, on voit que ça se rajeunit, ça se féminise. Là aussi, il faut que les coachs soient en adéquation avec ces nouveaux publics. Exactement. Je pense que l'un des moyens principaux, ça passe dans l'éducation. C'est l'un de 3 piliers principaux, donc l'entraînement qui est adapté aux gens, des connaissances accessibles directement par tous les groupes. Évidemment dans l'application, mais aussi dans l'écosystème de création accessible gratuite par tout le monde, parce que c'est aussi important de juste aider les gens qui ont parfois envie de s'entraîner tout seuls, de s'en sortir tout seul. Et là, aujourd'hui, large bibliothèque qui est implémentée, aussi les copains de la tête d'un coureur avec qui on travaille, qui permet par les podcasts de venir aller toucher un maximum de gens. Je sais qu'il y a aussi un podcast avec Samuel Production sur le marathon de Paris. Donc, tout cet écosystème-là, soit l'entraînement, soit la connaissance, on va dire, vont venir aider les gens. Et enfin, il y a l'aspect social, comme je l'ai dit. On a parlé tout à l'heure de notion de sécurité, où c'est l'un des leviers qui aussi des femmes à venir rejoindre des groupes de course, parce que venir rejoindre des groupes, ça aide sécuritaire, même si c'est une différentes raisons. Je continue sur un autre point qui est hyper important. On a enregistré un podcast la semaine dernière avec Cours Petite Tomate. On avait parlé tout à l'heure qui fait partie de elle est là, elle est là, elle est et, et une autre personne pour justement parler des sujets féminins, pour parler des cycles menstruels, pour parler des différents femmes qui peuvent jouer à la maternité, etc. ou autre chose. Donc voilà, tout ça fait partie de l'écosystème où on suit justement ces tendances parce que, en effet, c'est important d'accompagner. Voilà, merci Tristan, merci d'avoir mis un éclairage particulier sur ce sujet. Dernier chapitre de cette présentation. On est un tout petit peu en retard, donc je vais accélérer, mais je vais quand même vous dire l'essentiel. C'est un chapitre qui me tient particulièrement à cœur, puisqu'on va parler de consommation et on va parler de produits, de chaussures, de textiles.
évidemment, on va commencer par la chaussure, avec le prix moyen issu de cet observatoire du running 2025. L'information majeure à retenir, eh bien, c'est qu'il y a une augmentation significative du prix moyen de la chaussure. Manifestement, c'est une information qui est confortée par d'autres acteurs qui analysent aussi ces éléments-là. 131 € le prix moyen. Je vous rappelle qu'il faut lire ce chiffre-là par le prisme avec le regard de ce panel, un panel de coureurs intensifs, engagés, une surpondération masculine. Néanmoins, l'augmentation de 26 € depuis 2019 est quand même extrêmement importante. Et puis, autre élément aussi, c'est pas la chaussure, mais j'ai dit parce que ça m'a marqué, sur ce panel, 85% des coureurs possédaient une montre cardio ou GPS. Mélie, tu as combien de chaussures, toi, dans ton vestiaire? Tu en as quelques-unes, non? Paire de chaussures. Bon. Bon. Non, c'est vrai que j'en ai pas mal. Après, le fait d'être sponsorisé aussi, on en a plus que la moyenne. Mais c'est vrai que quand des gens me demandent des conseils pour acheter leur première paire ou une de paire, je pense que la majorité des gens ont plus que ça. Alors, on va justement regarder un petit peu le renouvellement avec finalement un prix moyen par paire qui est quand même très très proche entre les hommes et les femmes. Il n'y a pas de différence significative. En revanche, c'est sur le renouvellement. Les hommes renouvellent un petit peu plus régulièrement, ce qui fait qu'effectivement, en dépense annuelle, lorsqu'on analyse la dépense annuelle, eh bien, le poids est un petit peu plus important chez les hommes que chez les femmes. Alors, les explications, pourquoi les femmes renouvellent moins souvent. Alors, on a un certain nombre d'explications. Le trail est moins pratiqué par les femmes, donc imaginez que ça joue sur l'usure des chaussures et donc, in fine, le renouvellement. Peut-être des poids plus légers, donc moins d'usure, donc là aussi, ça repousse un peu le renouvellement. Et puis, globalement, une pratique chez les femmes qui est un petit peu moins intense, et puis peut-être les lignes tout simplement que les femmes font plus attention et prennent plus soin de leurs chaussures que les autres. Ça peut être aussi une explication de ce renouvellement. Ça dépend de la pratique, mais ça me paraît bien avec la même paire. Après, ça dépend si on pour 2 fois par semaine. Après, c'est une moyenne, évidemment. C'est une moyenne et on a un nombre de paires en moyenne qui est au-delà de une paire, mais quand on prend l'ensemble des coureurs à pied, évidemment. Autre élément qu'on a gratté dans cette étude, c'est le sujet des plaques carbone. Est-ce que c'était une innovation de rupture? Est-ce que demain, 90% des coureurs allaient utiliser les plaques carbone? Et bien que l'on soit sur un panel de coureurs très intensifs, très réguliers, on est en interrogation sur ce sujet des plaques carbone. Alors, on voit quand même qu'il y a une montée significative du nombre de coureurs qui utilisent cette technologie, presque 30%. En revanche, ce que l'on constate aussi, c'est qu'on a 30% qui en ont acheté, qui se disent « j'en rachèterai pas ». Donc, on s'interroge, est-ce que c'est un phénomène qui va s'inscrire dans la durée? Est-ce que, de toute façon, Méline, c'est quand même un outil technologique qui s'adresse à un public particulier. Il faut vraiment avoir du pied, comme on dit, pour bénéficier à plein de cette technologie carbone. Je pense que ça, d'une certaine allure, en fait, il n'y a pas le bénéfice qu'on peut avoir sur des marathons en 22h30. Donc, je pense que ceux qui sont peut-être pas convaincus par la plaque carbone, peut-être chercher moins la performance parce que c'est indéniable que les photos carbone nous aident à la performance. Évidemment, oui. Et en dessous de quel niveau, selon toi, 3 minutes au kilo, c'est à partir de à quel niveau on peut juger, ou alors quel type on peut juger que c'est utile ou pas? Je ne saurais pas dire, mais je pense qu'au-dessus de 4 minutes de kilomètre, il y a déjà beaucoup moins de gains en fait sur le chrono final. Donc, je pense que ça s'adresse quand même à des personnes qui veulent courir en moins de
de 2h45 sur le marathon, 3 heures peut-être, mais après, il n'y a pas un gain. Je pense qu'il y a plein de chaussures qui peuvent faire le taf. C'est aussi ça que les gens n'en rachètent pas. Alors, merci beaucoup pour cette transition. Il y a plein de chaussures qui font le taf. Et c'est justement le slide suivant, avec un marché qui a encore grossi, qui a progressé de plus de 10% en 2024. Progression, il y a peu de marchés, je vous le promets, sur la filière des articles de sport et de loisirs qui progressent de façon aussi significative. On aura l'occasion dans 15 jours avec l'Union Sport et Cycle de présenter les résultats de l'Observatoire du cycle. Vous verrez que les résultats ne sont pas aussi dynamiques et brillants. Donc le marché du running se porte très bien. Double progression, donc progression à 2 chiffres, pardon. Là, on a juste mis des marques préférées que je peux vous dire parce qu'on ne veut pas donner de part de marché. On les a dans l'étude, évidemment, mais c'est réservé pour les adhérents de l'USC. C'est quand même un petit peu normal qu'il y ait cette prime. Mais sachez, par exemple, qu'il y a 10 marques qui pèsent plus de 5% du marché. Ça veut dire que c'est un marché extrêmement concurrentiel et ça fait des budgets quand même significatifs, hein, puisque 9 millions de paires. Si on considère qu'on est sur un budget entre 100 et 130 euros, le prix moyen de la paire de chaussures, vous avez vu 130 euros tout à l'heure, mais on était quand même sur ce panel de coureurs intensifs. Ça veut dire qu'on est à plus de 900 millions sur les chaussures uniquement. Ça veut dire qu'on est sur un marché qui dépasse les 1 milliard, 1,2 milliard. Et c'est un marché qui est énorme pour l'ensemble des marques présentes aujourd'hui. Et vous le voyez, c'est un marché dynamique. On l'a dit avec les grandes tendances, féminisation, rajeunissement, la montée en puissance du trail. Et quand on est trailer, ben, c'est une panoplie beaucoup plus complète. Donc, voilà la confirmation d'un marché qui se porte extrêmement bien. 900 millions d'euros rien que sur les chaussures et un marché estimé à 1,2 milliard d'euros en 2024. Voilà pour le dernier slide et on vous donne rendez-vous avec la commission Running Trail de l'Union Sport et Cycle qui est animée par Pierre Gourmand, juste à ma gauche, que je vous demande d'applaudir pour l'organisation de cette journée. Et je vais associer à ces remerciements toute l'équipe de l'USC que je vois au fond.